Au sommaire de cette édition, le Club Agro Côte d'Ivoire, composé des acteurs français des secteurs agricoles et agroalimentaires privés, était en visite chez CMOA, le chocolatier ivoirien. Une visite pour s'imprégner entre autres de son savoir-faire. Dans ce journal, nous ferons le constat des répercussions des sanctions de la CEDEAO sur l'économie transfrontalière après la fermeture des frontières avec le Mali, notamment à Pogo, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Et puis ce vendredi 28 janvier s'est tenue une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO par vidéoconférence. Une session au cours de laquelle la CEDEAO a condamné fermement le coup d'État intervenu au Burkina Faso et exigé le retour à l'ordre constitutionnel. Voilà pour les titres, les détails c'est dans un instant. Bienvenue à tous, vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Aujourd'hui, sur ce plateau, avec moi, notre correspondant régional pour le Poro, Ouattara Daouda. Avec lui, nous allons aborder les retombées de la fermeture des frontières, notamment dans le nord du pays. Merci d'être venu. C'est moi qui te remercie, Nascimento. Et comme annoncé en titre, le Club Agro Côte d'Ivoire, regroupant des acteurs français des secteurs agricoles et agroalimentaires privés, était en visite le jeudi 27 janvier chez le chocolatier ivoirien CMOA dans la zone industrielle de Yopougon. L'objectif de cette visite était de s'imprégner du savoir-faire de l'entreprise CMOA et s'ouvrir aux entreprises ivoiriennes en ce qui concerne l'industrialisation du secteur agricole ivoirien. Walter Kofi et Tima Traoré nous en disent davantage. Découvrir un métier, celui de la transformation de la fève de cacao en chocolat, et pour y parvenir, pas meilleur choix que l'usine ivoirienne du chocolatier français CMOA. La délégation du Club Agro Côte d'Ivoire, composée d'acteurs du secteur agricole français, a débuté sa visite dans le champ expérimental pour parler de récolte et de fermentation, avant de marquer un arrêt où elle s'est imprégnée de la rigueur du processus de nettoyage et du filtrage des grains. Ensuite, l'étape du contrôle qualité, après laquelle intervient la préparation du chocolat ou de la pâte à tartiner. Toute la promesse du bon chocolat, à savoir le goût, la saveur et les propriétés énergétiques, était à ce rendez-vous pour la promotion du secteur de l'agro-industrie. Le Club Agro Côte d'Ivoire souhaite ainsi s'engager dans la promotion de la transformation locale des produits agricoles ivoiriens. Aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire augmente sa capacité à produire, améliore sa capacité à exporter et aide les entreprises à créer une émergence agricole. Parce qu'aujourd'hui, les produits agricoles ivoiriens sont sous-payés en Europe. Et permettez-moi, je vais être un peu provocateur, je disais dernièrement à des politiciens français que la Côte d'Ivoire faisait de l'aide alimentaire à l'Europe en acceptant de vendre si peu cher la banane, l'ananas ou le cacao. Une vision partagée par l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire qui entend apporter sa pierre à l'édifice du développement de l'agro-industrie Made in Côte d'Ivoire en initiant une rencontre entre le Premier ministre ivoirien Patrick Achi et le Club Agro Côte d'Ivoire. L'agriculture est forte, elle crée des emplois, elle occupe une partie significative de la population, elle occupe l'espace. Les entrepreneurs français dans le domaine agricole sont nombreux ici, la France est une grande puissance agricole. Et donc les deux choses se rejoignent. Comment est-ce que les entreprises françaises dans le domaine agricole peuvent contribuer au développement de l'agriculture de la Côte d'Ivoire? La visite a aussi été enrichissante pour le chocolatier CMOA, membre du Club Agro Côte d'Ivoire. Oui, CMOA fait partie du club en tant qu'entreprise française. Déjà installé en Côte d'Ivoire depuis un certain nombre de temps. Nous sommes parmi, on vend déjà nos produits sur le marché de Côte d'Ivoire. Nous sommes les rares sociétés qui commençons des fèves
jusqu'aux produits consommateurs et que vous trouvez sur ce même marché. Donc voilà, il était important pour nous, en tant que, on va dire, pionnières dans ces activités de transformation, d'accueillir nos collègues, de leur montrer un peu notre savoir-faire. Créé en 2021 en Côte d'Ivoire, le Club Agro se compose d'acteurs français des secteurs agricoles et agroalimentaires privés. Il s'est donné pour mission d'accompagner le gouvernement ivoirien dans la mise en œuvre du programme Côte d'Ivoire Vision 2030. La deuxième édition des rencontres BJKD s'est tenue le jeudi 27 janvier 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, organisée par la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou à l'intention des jeunes entrepreneurs. Le thème de cette rencontre d'échange était la valorisation des produits locaux. Il ressort des conclusions de cette rencontre d'échange que l'entrepreneur doit apprendre à rêver grand et rêver gros. Richard Akeke et Pierre Tebe. Une centaine de jeunes entrepreneurs triés sur le volet assistent assidûment à cette deuxième rencontre BJKD de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Le thème de cette rencontre d'échange entre Désiré Conan, expert comptable et spécialiste de l'entrepreneuriat, et ce parterre de jeunes entrepreneurs ivoiriens était la valorisation des produits locaux. Un thème important pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui dispose de nombreuses ressources humaines et qui peine à les mettre en lumière. Plusieurs milliers de jeunes Ivoiriens se battent au quotidien pour créer de nouveaux emplois et une telle rencontre est une opportunité, une plateforme d'échange pour mûrir leur projet d'entrepreneuriat. Que l'idée entrepreneuriale est en place. Mais souvent, on prend les raccourcis. On va acheter des produits qui viennent d'ailleurs pour les revendre. Aujourd'hui, tout le monde va acheter des produits en Chine, en Turquie, en Europe, pour venir les revendre chez nous. Mais on ne se pose jamais la question, est-ce qu'on peut nous-mêmes proposer des produits qui sont fabriqués localement et qui sont destinés à notre population? L'avantage, ces produits seront conçus selon nos besoins réels, en tenant compte de notre capacité réelle ou de nos caractéristiques propres. Or là, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous ouvrons à aller acheter des produits et à venir les revendre. Nous ne créons pas de richesse économique, nous créons plutôt de richesse commerciale. Ça veut dire que ce qui est important, c'est d'acheter, de faire une marge commerciale. Mais quelle est la valeur que nous avons ajoutée? Rien du tout. Pour une meilleure compréhension du sujet, plusieurs autres invités étaient présents, dont l'ancien directeur général du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, Honorate Deyedagne, qui est venu partager sa vision de l'entrepreneuriat pour la jeunesse africaine. Les participants qui ont assisté ont chacun tiré profit de ces expériences. Je retiens que pour être entrepreneur, il faut suivre certaines stratégies. Il faut se faire accompagner donc, dans la comptabilité aussi par un avocat et aussi par un cabinet juridique. Donc je retiens que vendre n'est pas de l'entrepreneuriat, mais il y a plutôt des plateaux de stratégies et techniques pour pouvoir aboutir au thème entrepreneuriat. Je retiens qu'il est important en tant que jeune entrepreneur, surtout novice, de suivre des étapes afin de réussir sa vie d'entrepreneur. Je souhaiterais que dorénavant, si pour avoir ces jeunes confrères de plus en plus, vraiment, ça serait vraiment l'idéal pour nous jeunes entrepreneurs. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans le monde de l'entrepreneuriat. L'objectif général de cette rencontre initiée le 23 septembre 2021 est de contribuer à la consolidation des initiatives de développement de l'entrepreneuriat jeune, et ce, dans la sous-région ouest-africaine et particulièrement en Côte d'Ivoire, pour relever le défi de l'employabilité des jeunes et soutenir l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette plateforme d'échange et de partage, qui n'est qu'à sa deuxième édition, va certainement donner du grain à moudre à ces jeunes entrepreneurs qui se cherchent. Vivement la troisième édition. Le programme Promotion Import Desk IPD amorce un tournant décisif de son intervention dans la sous-région ouest-africaine. L'ouverture de son bureau à Abidjan permettra aux entrepreneurs des produits agricoles de développer leurs offres de services de promotion et d'exportation vers l'Europe. C'était en présence des représentants du ministère de l'Agriculture, du Commerce et des ambassadeurs du Ghana et de l'Allemagne en Côte d'Ivoire. Zénab Dosso. Bonne nouvelle pour les acteurs des secteurs ingrédients naturels et fruits frais de Côte d'Ivoire. L'IPD
Import Promotion Desk est le programme qui leur permettra de développer leurs services de promotion-exportation vers l'Europe et établir des structures durables. L'ouverture officielle et l'inauguration du bureau régional Abidjan s'est faite ce jeudi en présence des représentants des ministères de l'Agriculture, du Commerce de Côte d'Ivoire. Situé au cœur de la Chambre de commerce et d'industrie, le bureau régional Abidjan couvre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Nous avons un accord de partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Et alors si ça couvre les deux pays, je crois que ça va nous permettre de nous concerter régulièrement. IPD nous a aidé à intégrer le marché international de par sa manière de donner des formations type pour les opérateurs économiques que nous sommes. Avant l'installation officielle du bureau régional Abidjan, la Côte d'Ivoire et le Ghana bénéficiaient déjà du programme IPD depuis 2019. Les responsables, avec l'appui financier de l'État fédéral d'Allemagne, convaincus du potentiel économique des deux pays et des besoins des consommateurs européens. We have selected Ghana and l'IPD a choisi la Côte d'Ivoire et le Ghana tout simplement parce que ce sont des pays qui ont des produits très spécifiques et très intéressants. Nous avons déjà 35 compagnies qui ont bénéficié de cet appui et nous avons 40 compagnies qui sont en cours de processus et dans le cadre de cette mise en réseau, nous les accompagnons. 35 companies are in the matchmaking. We bring them to the international trade show. En Allemagne, en Europe, très souvent pour les importateurs, on cherche des exportateurs dans des pays aussi en Afrique pour les légumes, pour les fruits, mais on ne sait pas comment trouver vraiment des contacts. Et là, je crois que l'Import Promotion Desk joue un rôle pertinent. Le programme Import Promotion Desk est un programme qui évolue dans la promotion du commerce. L'installation officielle du bureau régional Abidjan marque la phase 4 du programme et vise à renforcer la coopération avec ses partenaires, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Une innovation majeure dans le processus de la modernisation de l'administration ivoirienne s'est tenue ce vendredi 28 janvier 2022. Il s'agit du lancement de l'administration digitalisée de la taxe sur valeur ajoutée TVA, une innovation qui vient simplifier le droit à la déduction des contribuables. Suivons avec Walter Kofi. Le compte à rebours est en marche. Dès ce 1er février 2022, la déclaration de la taxe des valeurs ajoutées en Côte d'Ivoire se fera désormais et uniquement sur le portail e-impôt de la Direction générale des impôts. La digitalisation de la TVA, une innovation majeure dans le processus de modernisation de l'administration fiscale qui vient marquer le développement de la facturation électronique. Les usagers et contribuables devront donc se soumettre à cette mutation technologique conçue en vue de faciliter leurs opérations. Pour le directeur général des impôts, l'implantation de cet outil servira de faire de cet impôt de masse touchant entreprises et consommateurs un impôt leader. Comment en faire un impôt leader? C'est en renforçant la digitalisation de la gestion de cet impôt qui permettra une optimisation maximale des recettes fiscales. Informatiser toute la chaîne de gestion de la TVA, depuis la déclaration jusqu'à l'exercice du droit à déduction et jusqu'au contrôle fiscal, qui est le pendant du système déclaratif dont notre pays a fait le choix. Pour le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, il devenait urgent de mettre en place une administration digitalisée de la TVA face aux diverses difficultés liées à l'administration de cette taxe, notamment les méconnaissances des conditions du droit à déduction ou la concurrence déloyale. Cette réforme vient donc assainir le climat des affaires, longtemps menacé par des comportements déviants de certains acteurs, pénalisant les entreprises citoyennes et l'administration fiscale.
Les distances, ce sont, comme je l'indiquais tantôt, quelques difficultés que les uns et les autres pouvaient rencontrer. Par exemple, en faisant une opération avec une entreprise qui n'était pas connue des fichiers des impôts. Donc, naturellement, ils ne peuvent pas déduire la TVA auquel ils ont droit, ou encore de transiger avec une entreprise connue des impôts, mais qui n'est pas assujettie, par exemple, à la TVA. Donc là aussi, ça faisait des pertes. Ou bien encore certaines entreprises, malheureusement, qui pouvaient conserver par DVL certaines ressources à verser à l'État. Donc tout ça, grâce au nouvel outil qui est mis en place, ça permet d'adresser ces différentes problématiques. Pour soutenir sa croissance, la Côte d'Ivoire a fait le choix d'initier des réformes fiscales en vue de l'amélioration du climat des affaires. La digitalisation de l'administration de la TVA vient allonger la liste des outils mis en place par l'État, parmi lesquels on note le livre foncier électronique, Télélias, e-Cadastre Côte d'Ivoire et le système digitalisé du contrôle fiscal. Le 9 janvier dernier à Accra, au Ghana, les chefs d'État de la CEDEAO ont décidé de contraindre la junte militaire malienne à redonner le pouvoir aux civils en sanctionnant économiquement le pays. Depuis, la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali est officiellement fermée aux produits non nécessaires. En Côte d'Ivoire, justement, les acteurs économiques transfrontaliers vivent difficilement cette fermeture. Notre reporter Ouattara Daouda s'est rendu au poste frontalier de Pogo, c'est dans le nord du pays, et nous fait part du cri de cœur des populations. Suivons ensemble. À près de 800 km d'Abidjan, dans le nord de la Côte d'Ivoire, la ville de Pogo et son poste frontalier avec le Mali voisin. La ville, qui vit au rythme des travailleurs transfrontaliers, semble pétrifiée depuis quelques jours avec l'arrêt brutal des activités le 9 janvier dernier avec la fermeture de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Une fermeture qui fait suite aux sanctions de la CEDEAO à l'encontre de la junte malienne en imposant un blocus au pays. Ici à Pogo, les premiers à en souffrir, ce ne sont pas les Maliens voisins, mais l'ensemble des acteurs transfrontaliers qui ont vu du jour au lendemain leurs activités totalement touchées, les échanges de proximité, de courte et de longue distance ayant pris du plomb dans l'aile. Le transport, il n'y a pas l'économie ne rentre pas. Actuellement, toi-même tu vois la ville, comment la ville est morte. Il n'y a pas de commerce, il n'y a pas des activités, tout est bloqué. Nous les jeunes, on se défend par les camions qui rentrent. Bon, si c'est bloqué, ça joue vraiment sur nous. Et ce n'est pas aussi sur nous, c'est sur toute la population. Je suis venu pour une activité commerciale, mais il s'est avéré qu'avec la situation qui est en train de prévaloir ici, la fluidité routière a baissé d'intensité. Et le problème pour lequel on est venu, on n'a pas pu avoir ce que nous sommes venus chercher. Je pense que nos autorités de la CEDEAO, ils doivent revoir les choses encore. Vraiment, d'abord, nous sommes déjà verrouillés d'abord du coronavirus. On est là, on souffre de ça d'abord. Bon, s'il faut que ça sera doublement fermé encore, des camions marchandises encore, on souffre de plus. Très difficilement, surtout nous les transporteurs. Les sanctions qu'on a subies déjà avec le coronavirus, ça affaiblit tout le monde. Et encore ce qui vient d'ajouter les sanctions là. La population, c'est la population qui subit les conséquences. Nous sommes ici, nous ne vivons que de ça. Et actuellement, les décisions sont prises pour ne même pas qu'il y ait entrée ou sortie. À part vraiment certaines choses, certains produits comme la nourriture, les médicaments et l'essence. Mais il faut reconnaître que l'impact est vraiment très important. Toutefois, il est bon de signaler que les produits de première nécessité peuvent entrer au Mali, mais pas les autres marchandises. Depuis, des contrôles renforcés ont été instaurés à la frontière malienne, même si les taxes et droits de transit doivent en pâtir. Les ports ivoiriens sont un point de contact très stratégique pour le Mali. Pourquoi ? Parce qu'il y a une combinaison des facteurs qui expliquent le choix pour les autorités maliennes de s'appuyer sur les ports ivoiriens. Et géographiquement, la Côte d'Ivoire est un pays limitrophe du Mali. Et à part la raison géographique, il y a aussi la question de la disponibilité des voies de communication visant à rallier ces deux capitales régionales. À Pogo,
les acteurs de l'économie transfrontalière que sont les transporteurs, les transitaires, les commerçants et autres petites mains caricaturent à l'envi la sanction faite au Mali en clamant que c'est la Côte d'Ivoire qui a plus à perdre. Vu que le poste frontalier de Pogo exerce des influences non seulement sur la population et sa distribution, mais aussi sur les structures économiques et les organisations rurales et urbaines. Conséquence, à Pogo comme dans les autres villes frontalières avec le Mali, certains acteurs s'organisent déjà en cachette pour contourner le blocus. Après tout, depuis 2 ans, ils ont su s'adapter à la fermeture de la frontière terrestre du fait des restrictions dues à la Covid-19. De plus, les acteurs économiques de la frontière ont même survécu à la partition du pays durant les durs moments de la crise militaro-politique des années 2000. Mais ils savent aussi qu'il n'est jamais bon de travailler dans l'illégalité. C'est pourquoi tous ici appellent de tous leurs vœux à une issue heureuse dans les négociations entre la CEDEAO et le Mali afin que les frontières soient à nouveau réouvertes afin de sonner l'arrivée d'un nouveau printemps dans les affaires entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ouattara Daouda, on vient de suivre ton reportage. C'est pratiquement une ville de Pogo, sous Cal que vous avez découvert. Lors de votre reportage, qu'est-ce qui vous a tout de suite marqué lorsque vous êtes arrivé à Pogo? D'abord, c'est un pincement de cœur qui m'a vraiment frappé. Une ville frontalière que je connais, qui circule 24 heures sur 24. La ville est vraiment mouvementée et aujourd'hui, rien ne marche si ce ne sont pas les camions citernes. Alors que cette ville frontalière, l'activité principale est le transport. Qui dit le transport dit l'économie. Vous voulez dire que c'était un statu quo. Quel est l'état d'esprit alors des acteurs de l'économie transfrontalière que vous avez rencontrés? Sont-ils optimistes ou inquiets? En vérité, ils sont inquiets. Avec le sommet des chefs d'État, où la CEDEAO reste sur sa position de fermeté. On ne peut que s'inquiéter. On ne peut que s'inquiéter. Merci à vous d'être passé sur le plateau de Business 24 Africa. C'est moi qui vous remercie. Un sommet virtuel de la CEDEAO s'est tenu ce vendredi sur la situation au Mali et au Burkina Faso. Comme il fallait s'y attendre, le Burkina Faso a été suspendu de l'organisation, sans autre sanction additive. Il ressort de la déclaration lue par le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, que la CEDEAO a fait le choix de la fermeté face au coup d'État au Mali et au Burkina Faso. Nous vous proposons d'écouter ici le président Nana Akufo-Addo. The crisis in Burkina Faso and its ramifications. The deteriorating political situation in our region. La crise au Burkina Faso et ses implications continuent de détériorer la situation sécuritaire de notre région ouest africaine. C'est une situation préoccupante pour nous tous et nous devons prendre des mesures rigoureuses contre cette situation. Ce coup d'État fait suite à celui du Mali et ces 2 coups d'État se situent dans un intervalle de temps assez rapproché. Dans ce contexte, selon le protocole de la CEDEAO, sur la démocratie et la bonne gouvernance, il y a des principes intangibles. Un gouvernement doit être établi par une élection et non par des coups d'État au niveau de la CEDEAO. Tout changement anticonstitutionnel et antidémocratique est interdit. Toute méthode antidémocratique pour s'accaparer le pouvoir est proscrite. Au niveau de la CEDEAO, c'est tolérance zéro pour toute accession au pouvoir d'État par les armes. Aucun individu, aucune personnalité, quelle que soit sa qualité, ne doit être accepté en tant que dirigeant d'un pays de la CEDEAO s'il n'est pas démocratiquement élu. Nous devons amener tous ceux qui ont enfreint ce protocole d'accord de la CEDEAO à accepter nos principes, car ne pas l'accepter est une menace de la sous-région pour la paix, la tranquillité et la stabilité du développement. C'est pourquoi nous allons adresser vigoureusement
La question actuelle du Burkina Faso est faire en sorte que les civils reviennent au pouvoir pour assurer la démocratie. Nous allons prendre des décisions pour le bien-être de nos populations et la CEDEAO va être ferme sur cette affaire. And D, the armed forces must be apolitical and must be under the command of a legally constituted political authority. À présent, passons à la chronique sur la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Amidjara Souba, vous êtes cette fois-ci allé à la rencontre d'un observateur sportif avec qui vous avez échangé sur la CAN. De quoi avez-vous parlé? Comme tu l'as si bien dit, j'ai été à la rencontre d'un observateur sportif qui a bien voulu me partager son avis sur les enjeux économiques de cette CAN. Je vous propose de suivre l'élément. Alors déjà, l'enjeu économique pour le Cameroun, c'est de rentabiliser les plus de 500 milliards qui ont été déboursés pour organiser donc, cette compétition. Dépensés pour la construction des infrastructures sportives et non sportives. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays ne rentrent pas forcément dans leurs fonds. Il n'y a pas de retour sur investissement tout de suite. Pour avoir un retour sur investissement, il faut que les infrastructures qui ont été construites tout simplement pour accueillir les matchs, donc les stades, puissent être plus que des stades de football, donc accueillir d'autres commerces qui vont permettre à l'édifice de pouvoir vivre même après les événements sportifs. Et ce n'est pas forcément le cas avec les stades africains. Mais autour donc de cette compétition, vous avez forcément de petites économies qui se mettent en place, de petits commerces qui se mettent en place, qui vont permettre de faire tourner, on va dire, l'économie du pays. Mais cela n'est pas suffisant pour dire qu'à la fin, eh bien, des comptes, mais le Cameroun réussira à rentabiliser plus de 520 milliards qui officiellement ont été dépensés pour accueillir cet événement. Ben, vous savez, la Covid touche tout le monde entier. Donc, il y a des pertes partout dans le monde, que ce soit dans le milieu du sport ou ailleurs. Donc, forcément, on n'arrivera pas à rentabiliser cette compétition à cause de la Covid, parce qu'on l'a indiqué, les stades ne sont pas pleins, les stades ne seront pas pleins parce qu'il y a des jauges qui ont été imposées par la CAF et la FIFA pour réduire le taux donc, de contamination dû donc à la Covid. Donc, forcément, on aura un impact négatif donc, de cette pandémie-là sur la compétition, mais sur la vie tout simplement au Cameroun. Mais ce n'est pas que le Cameroun. Vous savez, la Côte d'Ivoire va organiser également une CAN. On sera toujours dans cette situation de Covid et on ne pourra pas rentabiliser notre investissement. C'est pour cela que les États doivent, dans la durée, faire vivre ces infrastructures pour permettre de rentrer un tant soit peu dans les fonds. Merci donc d'avoir abordé pour nos téléspectateurs l'enjeu économique de cette Coupe d'Afrique des Nations pour le Cameroun. À mi-parcours de cette CAN, comment trouvez-vous le niveau du football africain? Il faut savoir que le niveau il est quand même moyen. Les joueurs n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Et aussi, il y a eu Covid qui est là aussi, qui fait quand même ravage. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et quand on regarde aujourd'hui la compétition, on se rend compte que les outsiders sont aujourd'hui les favoris. On parle de la Gambie et les favoris aujourd'hui sont déjà rentrés. On parle aussi du Nigeria. Donc, c'est une CAN qui a vraiment montré assez de surprises et on se dit que c'était pas évident avec la Covid et les conditions dans lesquelles les joueurs se sont préparés. Mais bon, on attend de voir 2023. Merci Amidjara Souba pour tous ces détails. C'est la fin de cette édition que l'ensemble de la rédaction de Business 24 Africa vous a proposé. À bientôt.